Bonsoir mesdames et messieurs. La CCI Paris-Île-de-France est très heureuse d'être présente aujourd'hui devant vous dans le cadre de cet événement dédié à la loi de finances pour 2022. J'ai le plaisir d'intervenir en lieu et place de Dominique Restineau, président de la CCI Paris-Île-de-France, malheureusement retenu, ainsi qu'au nom de tous les dirigeants qui siègent au sein de cette grande maison qui représente toutes les entreprises, toutes tailles et tous secteurs confondus. Comme en 2021, la loi de finances pour 2022 est marquée par la période de crise que nous traversons. L'année 2020 avait déjà été très difficile et malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics, toutes les entreprises n'avaient pas passé le cap sans dommage. Cette année encore, les circonstances leur ont posé nombre d'obstacles et notre Chambre a œuvré, comme en 2020, pour les soutenir et les accompagner en cette période inédite. Ces actions sont multiples. Au cœur de la crise, nous avons dédié une soixantaine de collaborateurs à l'accueil, à l'orientation et au conseil des entreprises. Plus de 3000 appels par jour. En période de sortie de crise, notre site internet propose 600 fiches pratiques gratuites actualisées en temps réel, soit près de 800 000 pages internet vues en 2021, près de 1,5 million depuis juin 2020. Nous proposons chaque mois une dizaine de webinaires gratuits sur les sujets du quotidien de l'entreprise. Nous aidons les entreprises à établir le diagnostic de leur situation dans un objectif de prévention des difficultés, voire d'une cessation des paiements. Par ailleurs, notre CCI est naturellement associée au programme national Relance dans le cadre d'un accord avec l'État et la région Île-de-France. À ce titre, elle déploie par exemple le chèque numérique pour aider à la digitalisation des TPE et PME. Plus de 7000 dossiers ont été déjà instruits. Elle met également en œuvre le chèque vert pour accompagner les commerçants et artisans franciliens dans leur transition environnementale. De surcroît, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France est partie prenante du programme régional Relance Entreprises, en partenariat avec la région, afin de sécuriser la reprise des entreprises et préparer les conditions de leur relance. Ce sont ainsi 4800 entreprises qui ont été accompagnées depuis janvier 2021. Ce sont enfin près de 900 chèques export-relance afin de renforcer le développement des entreprises françaises à l'international qui ont été attribués en 2021. Malgré tout cet engagement, les enjeux restent, cette année, malheureusement les mêmes. Ils sont même décuplés face à des entreprises usées par les vagues successives. C'est pourquoi il nous faut en 2022 continuer à œuvrer au renforcement de la croissance et au renouvellement du tissu entrepreneurial de notre pays. Il nous faut également continuer activement à réformer le paysage fiscal français. Tous les leviers doivent être activés pour participer de la reprise de l'économie du pays. Cette situation sanitaire, économique et sociale perturbée explique, d'un point de vue macroéconomique, que la loi de finances 2022 repose toujours sur des chiffres hors normes. Une croissance estimée à plus de 6% en 2021 qui passerait à 4% en 2022. Un déficit de 143 milliards d'euros contre 92 milliards en 2019 avant crise. Une dette publique portée à 114% du PIB. Des dépenses publiques estimées à 1400 milliards, soit 55% du PIB. Ce budget 2022 répond à la devise « à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles », avec, toujours, des dépenses importantes pour soutenir la sortie de crise. C'est essentiel, d'autant que la période qui va suivre sera très difficile pour nombre d'entreprises. Certes, certaines n'ont pas été mises en péril ou se sont redressées rapidement. Mais beaucoup demeurent dans une situation alarmante. Plus que des entreprises, nous parlons ici de secteurs tout entiers, tels que l'événementiel par exemple. Dans ce contexte, nous ne pouvons qu'observer que la loi de finances pour 2022
s'avère anormalement calme. Elle ne répond que très peu à ses objectifs, la situation économique et sociale ayant gelé les possibilités de réformes profondes. Les mesures fiscales qui y sont inscrites ne sont que ciblées ou s'inscrivent dans la continuité de réformes déjà actées, telles que par exemple la suppression progressive de la taxe d'habitation qui nécessitait des ajustements au niveau des collectivités. On relèvera également le maintien de la trajectoire de réduction de l'IS à 25% en 2022. On y retrouve également des mesures sur les bénéfices professionnels, avec l'instauration d'un régime temporaire d'amortissement des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. On y lit encore des mesures assises sur les plus-values professionnelles, pour lesquelles les dispositifs d'exonération à l'occasion d'un départ à la retraite et d'exonération des transmissions d'une valeur inférieure à 5 000 € sont étendus à la cession d'une activité mise en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant. Si ces mesures sont pertinentes, elles n'en meurent pas moins très circonscrites. Mais je n'en dis pas plus, nos experts ici présents vous présenteront tous ces sujets. Heureusement, une autre actualité forte est venue éclaircir le paysage futur dans lequel vont évoluer nos entreprises. Après des années d'échanges européens et internationaux sur la base de travaux de l'OCDE, 136 pays se sont accordés en octobre dernier pour imposer une taxation minimale à 15% sur les multinationales, un accord historique. Cet accord répond à l'impératif d'adaptation de nos fiscalités nationales à l'ère numérique. Nous ne pouvons plus accepter, en effet, que des entreprises dites traditionnelles évoluent dans un contexte concurrentiel totalement faussé face à des entreprises du numérique qui n'acquittent pas un juste impôt sur un territoire donné, celui-là même sur lequel elles créent pourtant de la valeur. La problématique est aujourd'hui connue. Nos systèmes fiscaux sont inaptes à capter les valeurs numériques, dématérialisées et mobiles, qui sont créées sur leur territoire. La raison en est simple. La clé de voûte de nos systèmes est la notion d'établissement stable. Une notion dont la première utilisation fiscale date de 1899 dans un traité entre l'Autriche, Hongrie et la Prusse. Une notion qui repose sur la présence physique de l'entreprise sur un territoire donné. Face aux mutations contemporaines, l'obsolescence de la notion ne surprend pas. Rappelons que, selon la Banque mondiale, l'économie numérique représenterait dans le monde 11 500 milliards de dollars en 2016, soit 15,5% du produit brut intérieur mondial. Depuis lors, ce poids aurait pu augmenter de 25%. Rappelons que dans l'Union européenne, on dénombre chaque jour 20 milliards de messages électroniques écrits, 150 millions de contributions postées sur les médias sociaux et 650 millions de recherches en ligne. Ces statistiques démontrent à quel point Internet a transformé nos vies, d'autant plus que les marchés numériques ont explosé quand les économies nationales ont été frappées par la pandémie. La nécessité d'aboutir à un consensus s'imposait donc aux États, alors même que l'équité devant la loi fiscale de nos entreprises était mise à mal. Identifiée depuis plus de 20 ans par l'OCDE, une solution mondiale est donc en passe d'être mise en œuvre. Les travaux arrivés à maturité s'appuient sur le plan BEPS, qui comprend 2 piliers. Le pilier 1, qui consiste en la mise en place d'un nouveau critère d'imposition qui permettrait de capter la valeur numérique sur le lieu où elle est créée. Et le pilier 2, qui consiste principalement en la mise en place d'un impôt mondial minimal sur les sociétés. C'est ce second pilier qui est donc sur le point d'être mis en œuvre. Dans une étude adoptée en juillet dernier, la CCI Paris-Île-de-France, en collaboration avec CCI France, a insisté sur l'urgence de relever le défi lancé, de manière toujours plus sensible, aux systèmes fiscaux mondiaux depuis plus de 20 ans. Il est, selon elle, devenu impératif de mettre un terme à des concurrences fiscales faussées
entre entreprises traditionnelles et entreprises du numérique. Alors, si cette loi de finances pour 2022 est un peu pauvre en mesures fiscales pour les entreprises, nous pouvons néanmoins nous réjouir de cette actualité internationale. Mesdames, Messieurs, la crise perdure et a accéléré certaines difficultés. Je veux toutefois rester optimiste. Optimiste car, nous le savons, les 2 dernières années ont été marquées par un nombre de défaillances historiquement bas. Optimiste car, comme le relève l'Observatoire consulaire des entreprises en difficulté de la Chambre, nous avons connu une hausse des procédures amiables de traitement des difficultés, plus 14%. C'est un signal positif à 2 égards. Non seulement les chefs d'entreprise ont anticipé leurs difficultés, mais le taux de succès de ces procédures est important. On parle d'environ 70%. Et ce sont dans ces procédures que les emplois ont le plus de chances d'être sauvés. Certes, aujourd'hui, encore trop peu de petites entreprises y ont recours, mais des réflexions sont actuellement menées pour leur en faciliter l'accès. Optimiste, enfin, au regard des nouvelles opportunités qui vont apparaître, car elles existent. Même dans ces périodes troubles, une nouvelle richesse de demain peut se créer. La relance de la croissance est un signal positif. Il faut désormais aller plus loin et saisir ce moment inédit pour réformer et permettre de créer les projets de demain en s'appuyant sur les entreprises, leurs salariés, les citoyens et tout l'écosystème. Malgré le contexte, j'ai envie de croire qu'un jour nous étudierons cette période dans nos écoles comme un moment où, collectivement, les divers acteurs que nous sommes ont permis de créer ensemble une France forte d'entreprises porteuses d'avenir. Je vous remercie de votre attention et, sans plus attendre, je cède la parole aux intervenants pour des échanges sans nul doute très riches.